Responsabilité, le podcast de Charlotte Michon. Droits humains pour comprendre les nouvelles obligations des entreprises. Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré aux nouvelles responsabilités des entreprises en matière de droits humains. Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans la compréhension et la formalisation de leurs démarches droits humains et dans la conformité à leurs devoirs de vigilance. Nous allons parler aujourd'hui de l'enjeu du salaire décent pour les entreprises. Donc avant d'échanger avec Julie, mon invitée du jour, je voulais vous donner des éléments de cadrage sur cette question du salaire décent. Le fait de fournir un salaire décent à ses travailleurs est une attente de l'Organisation internationale du travail et c'est inscrit dans la constitution de l'OIT, de l'Organisation internationale du travail. C'est le living wage en anglais, donc souvent traduit en français par les entreprises en salaire décent. L'OIT utilise aussi l'expression salaire vital ou salaire de subsistance. Mais en tout état de cause, sachez que cela renvoie à la définition donc donnée par la Convention numéro 131 sur la fixation des salaires minima qui précise que le salaire minimum doit permettre aux travailleurs de subvenir à leurs besoins essentiels ainsi qu'à ceux de leur famille. Et c'est à partir de cette définition donc, du salaire minimum que la définition du salaire décent a été fixée. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de chiffre précis ou de méthodologie unique qui donnerait un montant fixe de ce salaire décent, et ce qui pose évidemment une certaine complexité pour les entreprises. Nous allons y revenir avec nos témoignages du jour. Alors, pour calculer ce salaire décent, l'OIT indique cependant que ce qu'on appelle besoin essentiel, c'est à minima basé sur le coût d'une alimentation qui soit adéquate pour les personnes, mais aussi sur d'autres produits non alimentaires essentiels tels que le logement ou les vêtements ou encore l'éducation. Et que les besoins essentiels des travailleurs et de leurs familles donc ne doivent pas être considérés dans l'absolu, mais vraiment être appréciés par rapport au niveau de développement économique et social du pays. Et donc c'est une appréciation in concreto qui doit être effectuée par l'entreprise, donc par rapport à la situation spécifique du travailleur et de sa famille. Alors pourquoi j'ai choisi ce sujet aujourd'hui ? C'est parce que nous voyons qu'il y a de plus en plus d'attention de la part des entreprises et de leurs parties prenantes sur cette question du salaire décent. Et sachez que le salaire décent est une question qui est sous-jacente à beaucoup d'autres enjeux droits humains, puisque évidemment le fait d'avoir un salaire décent est une condition nécessaire pour satisfaire à d'autres droits comme le logement ou l'éducation. Et cette question du salaire décent peut aussi être directement liée à des pratiques de travail forcé ou des pratiques de travail des enfants dans certains cas. Alors depuis 2-3 ans, il y a eu des déclarations d'initiatives d'entreprises comme le Pacte mondial des Nations Unies, B4EDGI qui est chapeauté par l'OCDE, ou d'autres et qui ont publié des déclarations en faveur d'un salaire décent avec des engagements signés directs des entreprises. Et les investisseurs aussi sont de plus en plus mobilisés sur le sujet, comme Amundi qui a fait des études sur cette question, ou le FIR, le Forum pour l'investissement responsable, dont j'ai déjà parlé dans des précédents podcasts, qui interroge chaque année, au moment des assemblées générales, les entreprises du CAC 40 sur cette question du salaire décent et sur leurs pratiques. Et naturellement aussi, de plus en plus d'entreprises s'engagent donc sur cette question. Et pour en discuter, je suis ravie d'accueillir Julie Vallat, qui est directrice droits humains du groupe L'Oréal. L'Oréal qui a développé tout un programme donc sur le salaire décent et dont on va discuter. Bonjour Julie, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Donc chez L'Oréal, vous avez développé une démarche sur le salaire décent de vos collaborateurs. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi déjà vous avez choisi cet enjeu et quelles actions aujourd'hui vous avez mis en place ? Oui, tout à fait. Merci Charlotte pour cette invitation. Donc déjà, c'est important de se remettre en tête, quand on regarde les derniers rapports de l'Organisation internationale du travail, que aujourd'hui, un travailleur sur 5 dans le monde gagne moins de $3 par jour.
Donc, ce qui fait que, alors qu'ils sont en train de travailler, ils ne peuvent pas subvenir à leurs besoins primaires. Donc, on parle même pas de ceux qui travaillent pas, mais déjà ceux qui travaillent. Puis beaucoup de femmes, d'ailleurs, sont impactées aussi malheureusement par cette pauvreté, que ce soit celles qui sont dans les entreprises de nettoyage, les cantinières, les vendeuses. Et donc ça, c'est forcément pas acceptable et pas soutenable dans la durée. Et donc c'est la raison pour laquelle le top management de L'Oréal s'est engagé dans cette stratégie salaire décent pour tous les collaborateurs de L'Oréal à minima. Et donc, on s'est engagé à ce que ce soit le cas et on a pris cet engagement publiquement dans le cadre de notre politique droits humains collaborateurs. Et alors là, vous en êtes, c'était quand cet engagement ? Alors, on a pris cet engagement en 2020 et depuis, on a signé un partenariat avec une ONG qui s'appelle le Fair Wage Network, qui est basée à Genève et qui est très experte sur ce sujet, qui travaille depuis une vingtaine d'années au moins, et donc qui a réussi à collecter dans une base de données qui couvre 200 pays, plus de 3000 seuils de salaire décent, parce qu'évidemment, le salaire décent à la capitale n'est pas le même qu'en province ou dans une ville isolée. Donc 3000 seuils qui sont régulièrement actualisés, évidemment qui prennent en compte l'inflation, et qui est reconnue, cette base de données, par l'International Trade Initiative comme étant une des plus robustes parmi d'autres. Il y a d'autres méthodologies qui ont été reconnues, mais celle-ci en fait partie. Donc c'est la raison pour laquelle on a conclu ce partenariat avec Fair Wage Network, grâce à leur très grosse couverture de pays et de nombre de salaires décents. Et donc on est parti à partir de ce partenariat sur une analyse d'écart. Donc dans le cadre de notre reporting RH annuel, on a comparé nos données avec la base de données de Fair Wage Network et voilà, on a pu s'assurer que dans tous nos marchés, pour tous les collaborateurs de L'Oréal, chacun et chacune reçoivent un salaire décent. Et on est très heureux de constater que c'est vraiment le cas, parce qu'on s'est engagé dans un processus de certification et on a été reconnu, certifié, donc Living Wage Employer, donc c'est en février 2023, donc c'est récent, par l'ONG Fair Wage Network, qui est une des rares à s'engager à faire ces processus de certification. Donc c'est un processus qui est très exigeant et qui repose également sur des questionnaires qui sont envoyés aux employés pour s'assurer que ça matche bien avec les données collectées au niveau managérial. Donc on est très très heureux d'avoir obtenu cette certification pour nos collaborateurs. C'est très bien. Et alors souvent, moi, quand j'en parle aux entreprises, elles ont l'impression que c'est maîtrisé et peut-être il y a certains freins en interne à aller regarder ces sujets de rémunération décente. Est-ce que tu aurais des conseils peut-être à donner pour les porteurs de projets en interne ? Tout à fait. Alors c'est vrai que L'Oréal opère dans au moins 70 marchés, ce qui fait qu'on est vraiment mondial. Et donc, autant dans certains pays, quand les droits syndicaux sont importants, quand des normes sociales sont en place, forcément, il y a plus de chances que les collaborateurs reçoivent un salaire décent. Mais dans beaucoup d'autres pays, soit il n'y a pas de salaire minimum, soit il n'y a pas de structure syndicale en place. Et donc, c'est là qu'il y a peut-être plus de risques de trouver des collaborateurs qui ne recevraient pas ce salaire décent. Donc, on ne peut jamais présumer que c'est le cas, et c'est pour ça que c'est très important de déjà sélectionner un bon data provider, donc fournisseur de données. Et pour ça, il y a quelques méthodologies qui ont été reconnues. Il ne faut pas prendre n'importe laquelle. Il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui a une expertise reconnue pour ne pas perdre son temps, en fait. Et donc, vraiment ne pas se tromper de données. Évidemment, il n'y a pas de données universelles, mais il y a quand même quelques méthodologies qui ont vraiment été reconnues. Donc nous, je vous l'ai dit, on a sélectionné le Fair Wage Network grâce à sa très grande couverture de pays, parce que nous, ça nous intéresse comme on est mondial. Et puis, quand on se lance dans cette aventure de salaire décent au niveau mondial, il faut s'assurer qu'on a aussi un fort soutien du top management pour vraiment rappeler à toutes les fonctions clés qui vont être investies dans la mise en place de cette stratégie que c'est soutenu par le top management.
Et puis, il y a aussi beaucoup de questions, parce que dès qu'on parle de salaire, ça peut générer des peurs, des incompréhensions. Donc, il y a aussi beaucoup de travail de pédagogie à faire pour démystifier le concept. Parce que certains se disent « Oh là là, mais c'est insurmontable, on n'y arrivera jamais, c'est complexe. » Alors en fait, c'est pas insurmontable. Il faut juste respecter certaines étapes, avoir un très bon partenaire externe, parce que si c'est nous qui calculons le living wage, le salaire décent sur un coin de table, on ne sera pas crédible. Et puis en plus, on n'a pas cette expertise-là. Il y a vraiment des gens qui font ça, comme je le disais, depuis 20 à 30 ans. Donc il faut vraiment prendre ceux qui sont reconnus, non seulement par le business, mais aussi par les investisseurs, la société civile. Donc vraiment d'avoir un partenaire de choix, c'est très important. Et d'ailleurs, au-delà de l'accès à la donnée, qui nous accompagne aussi sur les difficultés méthodologiques qu'on peut rencontrer dans certains pays. Donc l'ONG est là en soutien pour nous accompagner dans ce processus. Et puis aussi, parmi les difficultés, puisque c'est ta question Charlotte, c'est aussi important de garder en tête que ça prend un certain temps de collecter ces données, de faire cette analyse d'écart, et puis ensuite, une fois qu'on a conscience de tout ça, de mettre en place un plan d'action en se disant, en se mettant des objectifs pour chiffrer, et puis dans le temps, pour combler l'écart, aussi rapidement que possible, mais donc nous, heureusement, on a constaté peu d'écart, et on a pu y mettre un terme rapidement, mais c'est très important d'avoir ce plan d'action en tête quand on s'y met. Merci beaucoup. Et donc là, vous avez fini, si je puis dire, le volet interne collaborateur. Alors bien sûr, il faut réévaluer régulièrement, j'imagine, mais avec le point d'orgue qui est donc la certification en février 2023. Et vous avez pris d'autres engagements cette fois-ci par rapport aux travailleurs, aux salariés de vos fournisseurs. Sur cette question du salaire décent, avec des objectifs chiffrés et publics, n'est-ce pas? Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette partie fournisseur? Exactement. On s'est dit que c'était aussi très important pour cette stratégie de salaire décent de ne pas le voir qu'avec une version coût. C'était extrêmement important de le voir aussi avec une vision opportunité et bénéfice. Parce qu'en fait, oui, c'est un coût, c'est vrai, mais déjà, il peut se lisser dans le temps, premièrement, donc c'est pas insurmontable. Et deuxièmement, c'est aussi une opportunité et un bénéfice. Donc là, on a regardé beaucoup d'études qui étaient faites à la fois par l'OIT ou par d'autres académiciens qui démontrent que quand on a une stratégie de salaire décent, de living wage en place, c'est extrêmement bénéfique en termes d'augmentation de la productivité, de réduction du turnover, d'accroissement et de rétention des talents. Et donc, il faut aussi ne pas oublier cet aspect opportunité. Et on s'est dit aussi que compte tenu de la pauvreté, des guerres, de l'inflation que traverse le monde, tous les pays du monde en ce moment, c'était important d'embarquer également notre écosystème et donc de ne pas juste s'arrêter à nos propres collaborateurs, mais également de faire en sorte que nos fournisseurs s'embarquent également avec nous dans cet engagement. Donc là, on a pris effectivement à travers L'Oréal pour le futur, notre programme L'Oréal pour le futur, l'engagement public que en 2030, 100% de nos fournisseurs stratégiques paieront à leurs employés un salaire décent. Et donc, les fournisseurs stratégiques de L'Oréal, c'est à peu près 70% de notre dépense. Donc, c'est pas anodin en termes de volume. Mais voilà, il faut bien commencer quelque part. Et encore une fois, c'est un chemin de progrès, un journey, comme disent les Anglais. Donc, on commence avec nos stratégiques et bien sûr, on a l'intention de continuer. Parce qu'on a beaucoup de fournisseurs. Donc, encore une fois, il fallait commencer quelque part. Donc, on embarque cet écosystème avec nous. Et puis, donc on a mis en place, pour commencer à mettre en avant cette stratégie, un certain nombre de pilotes pour nous aider à avancer avant 2030 avec certains jalons. Et on a commencé avec un peu les champions qui sont déjà excellents aussi sur le sujet environnement, pour bien souligner que les sujets environnementaux et sociétaux, ils sont extrêmement liés, et que donc il ne faut pas les dissocier. Et on pense, et tu l'as rappelé Charlotte dans ton introduction, que le living wage, c'est quand même un outil extrêmement puissant, les Anglais disent un enabler, donc capable de résoudre plein de sujets droits humains. Tu as mentionné, ça peut être un outil de lutte contre le
travail des enfants et contre le travail forcé, parce que une personne qui est décemment payée va avoir moins besoin sera moins l'objet d'abus et fera moins travailler ses enfants. Un outil de lutte contre les discriminations faites aux femmes, puisque beaucoup de femmes sont concernées par la pauvreté. Un outil aussi, puisqu'on parlait d'environnement, d'accompagnement dans la décarbonation et dans tout le sujet de transition juste, de just transition, pour s'assurer que on n'oublie pas l'humain dans cette stratégie de décarbonation et de transition vers un monde décarboné qui est indispensable. Donc voilà, cet outil Living Wedge est vraiment extrêmement important pour ça. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi des fournisseurs qui sont champions aussi sur ce sujet changement climatique, biodiversité, plastique, environnement. Et on a ajouté cette dimension sociale avec le salaire décent auprès de ces champions, en se basant aussi sur la théorie du changement, puisqu'on a sélectionné des fournisseurs pour commencer. Donc ils sont champions, mais dans différentes catégories d'achat, de zones géographiques, pour qu'ensuite, chacun à leur tour, encore une fois sur la base de la théorie du changement, ils embarquent leur propre écosystème respectif avec lesquels ils interagissent. Donc on a créé une sorte de communauté, en fait, Living Wedge, salaire décent, toujours avec l'aide de notre partenaire externe. Donc c'est vraiment piloté par cette ONG indépendante qui est riche de 20-30 ans d'expérience sur le sujet, et donc qui nous accompagne, qui nous aide à identifier les problématiques quand il y en a, et à trouver des solutions pratiques à ces problématiques. Et avant 2030, parce que 2030 c'est pas tout de suite, en 2025, on s'est aussi, donc on a des KPIs, des mesures de la performance intermédiaire. On s'est engagé en 2025 à ce que 100% de nos fournisseurs stratégiques aient été sensibilisés à cette question du Living Wedge, donc onboardés, embarqués, formés, voilà, et que au moins 50% d'entre eux auront réalisé en 2025 leur analyse d'écart sur la base de données reconnus. On ne veut pas qu'ils viennent avec des données qui n'ont aucune valeur. Ils disent « Ah, moi, je suis un Living Wedge employeur. » Oui, mais sur quelle base ? Donc, c'est pour ça qu'on fait appel uniquement à des méthodologies qui sont reconnues internationalement. D'accord, donc on le voit, un envie aussi d'accompagner, puis je pense indispensable dans ce genre de programme, d'accompagner les fournisseurs, de les sensibiliser, de les amener avec vous. Et je crois savoir que vous travaillez aussi avec d'autres entreprises donneuses d'ordre sur ces sujets. Donc, est-ce que tu peux nous dire aussi l'avantage de renforcer un peu cette influence collective avec des pairs pour aller faire avancer les pratiques et aller plus loin ? Oui, tout à fait. C'est un point très juste parce que un peu comme plein d'autres grands sujets, la pauvreté, on n'arrivera pas à la résoudre seul, un peu comme pour le changement climatique ou comme d'autres problématiques systémiques et endémiques. C'est indispensable de ne pas avoir une approche compétitive, mais d'être vraiment en mode collaboration. D'où l'importance comme tu l'as dit, de s'engager avec tes pairs ou même avec d'autres secteurs, avec d'autres parties prenantes, avec d'autres ONG, avec des États, avec l'ONU, avec des plateformes multisectorielles, parce que, encore une fois, ça ne sera qu'ensemble qu'on arrivera à faire une différence si chacun embarque son écosystème. Et c'est vraiment du coup une démarche, en plus qui peut être vue comme une démarche qualité. Et en plus, on peut partager parfois des fournisseurs en commun. Et donc, si on n'embarque pas chacune des parties prenantes, ça sera beaucoup plus long à réaliser. Donc, d'où l'importance, comme tu l'as dit, que l'engagement ait été pris à travers B4IG, donc Business for Inclusive Growth, qui est une plateforme qui associe l'OCDE avec des compagnies internationales, américaines, européennes, etc. Et donc, et l'ONU, on a aussi, comme tu l'as mentionné dans le cadre du Global Compact, donc l'ONU qui embarque aussi d'autres agences onusiennes également. Donc, c'est vraiment extrêmement important que ce soit vraiment multipartite dans l'approche de cette stratégie. Oui, puis c'est un gage aussi d'effectivité pour vous d'avoir des pratiques responsables. Tout à fait. Merci beaucoup Julie, merci pour tout, pour ce beau témoignage. Et donc c'est fini pour aujourd'hui et nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau podcast. Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio, réalisé par Léobardo Arango.